23h30. C'est le temps qu'il faut, aujourd'hui, pour qu'un simple message parcourt la distance entre nous et l'objet le plus lointain jamais construit par des mains humaines. 23h30, à la vitesse de la lumière. Alors quand les antennes géantes de la NASA ont capté, un matin, un signal qui ne ressemblait à rien de connu. Les ingénieurs ont compris une chose terrifiante. Ce qu'ils voyaient sur leurs écrans s'était produit presque un jour plus tôt. Et pendant tout ce temps, là-bas, dans le noir absolu de l'espace interstellaire, quelque chose était en train d'arriver à Voyager 1. Quelque chose que personne, absolument personne, n'avait prévu. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, c'est l'histoire d'une machine de 1977, plus vieille que la plupart d'entre vous, qui s'est mise un jour à envoyer des messages incompréhensibles depuis un endroit où aucun humain n'ira jamais. Et surtout, c'est l'histoire de ce que cette machine a découvert là-bas. Des mesures qui contredisent nos modèles, des phénomènes que les physiciens n'arrivent toujours pas à expliquer complètement. Et une question vertigineuse. Est-ce que Voyager 1 a vraiment fait demi-tour? Alors je vous le dis tout de suite, parce que sur cette chaîne, on ne se raconte pas d'histoire. Non, physiquement, Voyager 1 ne peut pas faire demi-tour. Elle n'a plus assez de carburant, plus assez d'énergie, et elle file à plus de 60 000 km/h vers les étoiles. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, quelque chose a bel et bien fait demi-tour dans cette histoire. Et quand vous comprendrez quoi, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais le ciel de la même manière. Pour comprendre, il faut remonter le fil. Il faut revenir à l'été 1977. Imaginez la scène. Cap Canaveral, Floride. La chaleur écrase le béton. Au sommet d'une fusée Titan, une petite sonde d'à peine 800 kg attend son destin. À l'époque, personne ne se doute que cet assemblage de métal, de fils et de circuits deviendra un jour l'ambassadeur le plus lointain de toute l'humanité. Les ingénieurs qui l'ont construite espèrent qu'elle tiendra 5 ans. 5 ans, elle en a tenu presque 50. Et il y a un détail que j'adore dans cette histoire, une anecdote que peu de gens connaissent. La mission Voyager n'existe que grâce à un alignement planétaire qui ne se produit qu'une fois tous les 10 à 76 ans. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, toutes positionnées comme les perles d'un collier cosmique, permettant à une sonde de rebondir de l'une à l'autre en volant leur énergie gravitationnelle. Un étudiant en doctorat, Gary Flandreau, avait repéré cette fenêtre dans les années 60, presque par hasard, en faisant des calculs sur un coin de table. Si l'humanité avait raté ce rendez-vous, la prochaine occasion, c'était en 253. Vous vous rendez compte? Toute cette aventure tient à un calcul d'étudiant et à une coïncidence orbitale vieille comme le système solaire. Et puis il y a le disque, le fameux disque d'or, vissé sur le flanc de la sonde. Un vinyle plaqué or, conçu pour durer 1 milliard d'années, contenant des sons de la Terre. Le chant des baleines, le rire d'un enfant, du Bach, du Chuck Berry, des salutations en 55 langues, et même les battements de cœur d'une femme amoureuse, Anne Druyan, qui venait de tomber amoureuse de Carl Sagan, le père du projet. Son électroencéphalogramme, enregistré alors qu'elle pensait à lui, voyage aujourd'hui à 25 milliards de kilomètres de nous. Franchement, c'est peut-être la chose la plus romantique que notre espèce ait jamais faite. Mais revenons à notre mystère. Parce que pendant des décennies, Voyager 1 a fait son travail, brillamment. Elle a frôlé Jupiter en 1979, révélant des volcans en éruption sur la lune Io, une découverte qui a stupéfié les scientifiques. Personne n'imaginait des volcans actifs ailleurs que sur Terre. Elle a survolé Saturne, ses anneaux, ses lunes glacées. Et puis, en 1990, elle s'est retournée une dernière fois, une seule fois, pour prendre une photo. Cette photo, vous la connaissez peut-être. On l'appelle le point bleu pâle. La Terre, vue depuis 6 milliards de kilomètres. Un pixel. Moins d'un pixel en fait. Un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, toute l'histoire humaine, là-dessus, sur ce point. Prenez une seconde pour y penser. Vraiment. Et après cette photo, Voyager a éteint ses caméras pour toujours. Plus besoin d'yeux. Devant elle, il n'y avait plus rien à photographier. Juste le vide. Enfin. C'est ce qu'on croyait. Parce qu'en 2012, il s'est passé quelque chose d'historique. Voyager 1 a franchi une frontière invisible que l'on appelle l'héliopause. Alors, comment vous expliquer ça simplement? Imaginez que le Soleil souffle en permanence, dans toutes les directions, un vent de particules électrisées. Ce vent gonfle autour de nous une immense bulle protectrice, l'héliosphère, qui englobe toutes les planètes. Et quelque part, très loin, ce souffle s'essouffle. Il rencontre la matière qui flotte entre les étoiles, et il s'arrête.
Cette frontière, c'est l'héliopause. Au-delà, vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes dans l'espace interstellaire, l'océan entre les étoiles. Voyager 1 est le premier objet humain à avoir traversé cette frontière. Et c'est là, précisément là, que les surprises ont commencé. Première anomalie, et celle-là est prouvée, mesurée, publiée, le champ magnétique. Les modèles prédisaient qu'en sortant de la bulle du Soleil, la direction du champ magnétique allait changer brutalement, comme quand on passe d'un pays à un autre et que tout change, la langue, les panneaux, les règles. Sauf que, rien. La direction du champ est restée quasiment la même. Comme si l'extérieur s'était aligné sur l'intérieur. Ou l'inverse. Pendant des mois, certains scientifiques ont même refusé de croire que la sonde était vraiment sortie. Aujourd'hui encore, on débat de la raison exacte de cet alignement. Étrange, non? Deuxième surprise, le silence n'existe pas. Voyager a capté, dans le vide interstellaire, une sorte de bourdonnement. Un murmure continu, très faible, produit par les vibrations du plasma, ce gaz d'atomes déchirés qui flotte entre les étoiles. Les chercheurs qui ont analysé ces données en 2021 ont décrit ça comme une pluie fine et régulière. L'espace entre les étoiles n'est pas mort. Il respire, il vibre. Doucement, tout le temps. Mais tout ça, ce n'était que le prélude. Parce que le 14 décembre 2023, il s'est produit l'événement qui a donné naissance à toutes les rumeurs, tous les titres frissonnants, toutes les théories que vous avez peut-être croisées sur Internet. Ce jour-là, Voyager 1 a cessé de parler. Enfin non, pas exactement. Et c'est ça le plus troublant. Elle n'est pas devenue silencieuse. Elle a continué d'émettre, fidèlement, comme elle le fait depuis 1977. Sauf que le signal qui arrivait sur Terre n'avait plus aucun sens. Une bouillie de 0 et de 1. Un motif répétitif, absurde, comme une tonalité de téléphone qui sonnerait dans le vide. Les ingénieurs du JPL, en Californie, ont d'abord cru à un bug passager. Puis, les jours ont passé, puis les semaines, puis les mois. Imaginez leur situation, 2 secondes. Vous devez réparer un ordinateur de 1977, avec une mémoire totale plus petite que celle d'un porte-clés électronique, situé à 24 milliards de kilomètres, que personne ne peut toucher, et dont chaque commande met 22h30 à arriver. Et la réponse? 22h30 à revenir. Chaque tentative, c'est presque 2 jours d'attente. Dans le noir, sans savoir. Et certains des ingénieurs capables de comprendre ce code étaient à la retraite depuis longtemps. La NASA a littéralement dû rouvrir des documents jaunis, des schémas papier vieux d'un demi-siècle, et rappeler des vétérans pour déchiffrer le langage d'une machine d'un autre âge. On parle parfois d'archéologie spatiale. Et honnêtement, pour une fois, l'expression n'est pas exagérée. Pendant 5 mois, l'humanité est restée sans nouvelles compréhensibles de son émissaire le plus lointain. 5 mois. Et c'est pendant cette période que la question a commencé à circuler partout. Et si quelque chose, là-bas, était arrivé à la sonde? Et si elle avait rencontré quelque chose? Alors, qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Qu'est-ce que les ingénieurs ont découvert quand ils ont enfin réussi à rétablir le contact? Et surtout, qu'est-ce que j'entendais? Au début de cette vidéo, quand je vous disais que quelque chose avait bel et bien fait demi-tour aux confins du système solaire. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Et je vous préviens, la vraie explication est presque plus vertigineuse que toutes les rumeurs. Ah, et si vous pensez que je me trompe quelque part, ou si vous avez une autre théorie, dites-le moi en commentaire. Sérieusement. Certains d'entre vous en savent parfois plus que moi. Et j'adore ça. Avril 2024. Cela fait 5 mois que Voyager 1 délire. 5 mois que ces messages ressemblent au babillage d'une machine qui aurait perdu la raison. Et au Jet Propulsion Laboratory, en Californie, une petite équipe refuse d'abandonner. Ils ont un plan un peu fou. Parce qu'entre-temps, ils ont fini par comprendre ce qui s'était passé. Et laissez-moi vous raconter comment. Parce que c'est un moment de génie absolu. Au mois de mars, les ingénieurs envoient à la sonde une commande spéciale, une sorte de petit coup de sonde informatique, en lui demandant de renvoyer le contenu brut de sa mémoire. Pas ses données scientifiques, non. Une photographie de son propre cerveau. 22h30 pour que l'ordre arrive. 22h30 pour que la réponse revienne. Et quand elle revient, un ingénieur remarque quelque chose. Dans ce flot apparemment absurde, il y a une structure, un motif. La machine ne délirait pas complètement. Elle criait à l'aide, à sa manière. Le verdict tombe. Une puce. Une seule puce mémoire. Quelque part dans l'un des 3 ordinateurs de bord. Celui qu'on appelle le système de données de vol. Cette puce contenait environ 3% de la mémoire du système. Et elle est morte, grillée,
peut-être frappé par une particule cosmique, un de ces noyaux d'atomes lancés à des vitesses folles qui traversent l'espace interstellaire, peut-être simplement usé, après 46 ans de service, dans un froid proche du zéro absolu. On ne le saura jamais avec certitude. Mais le résultat est là. Une partie du code, qui permettait à Voyager de formater ses messages, était stockée sur cette puce. Sans elle, la sonde parlait, mais dans une langue brisée. Alors, comment on répare ça? On ne peut pas remplacer la puce. On ne peut pas envoyer un technicien. La seule solution, c'est de faire quelque chose que personne n'avait jamais tenté à une telle distance. Déménager le code. Prendre les instructions perdues, les réécrire et les glisser dans les recoins encore sains de la mémoire, en les découpant en fragments, éparpillés là où il restait de la place. Sur un ordinateur dont la mémoire totale est, tenez-vous bien, environ 70 kilooctets. 70. Votre téléphone en contient des millions de fois plus. Une seule photo que vous prenez pèse plus lourd que tout le cerveau de Voyager. Le 20 avril 2024, la commande cruciale part vers les étoiles. Et puis, on attend. Presque 2 jours. Imaginez l'ambiance dans cette salle. Des gens qui ont consacré leur vie entière à cette machine. Certains ont rejoint la mission avant même la naissance de leurs collègues plus jeunes. Et le 22 avril, sur les écrans, du niveau des données, propres, lisibles, cohérentes. Pour la première fois depuis 5 mois, Voyager 1 parlait de nouveau. La salle a explosé. Il y a des photos de ce moment, des ingénieurs en larmes, des applaudissements. On aurait dit le retour d'un être cher qu'on croyait perdu. Et quelques semaines plus tard, un par un, les instruments scientifiques se sont remis à transmettre. La vieille dame était de retour. À 24 milliards de kilomètres de chez elle, une machine de l'ère des cassettes audio venait de survivre à ce qui aurait dû la tuer. Mais maintenant, venons-en au cœur du mystère. Parce que je vous ai promis quelque chose au début de cette vidéo. Je vous ai dit que non, Voyager n'a pas fait demi-tour. Mais que quelque chose, là-bas, a bel et bien rebroussé chemin. Et que c'était mesuré, enregistré, réel. Voilà. Accrochez-vous, parce qu'on entre dans la partie la plus étrange de cette histoire. Souvenez-vous de la bulle. L'héliosphère, ce cocon gonflé par le vent du Soleil, dans lequel baignent toutes les planètes. Pendant des décennies, on s'est représenté sa frontière, l'héliopause, comme une ligne. Un mur. Fixe, net, définitif. Vous êtes dedans, puis vous êtes dehors. Point final. Sauf que les données de Voyager racontent une toute autre histoire. Cette frontière respire. Quand le Soleil traverse une phase de forte activité, quand il crache des tempêtes de particules, la bulle se gonfle. Elle avance. Elle repousse la matière interstellaire. Et quand le Soleil se calme, la bulle se dégonfle. Elle recule. Et la frontière, cette fameuse héliopause, se déplace de plusieurs milliards de kilomètres. Vous m'avez bien entendu. La limite du système solaire bouge. Elle avance et elle recule, comme le bord d'une vague sur une plage cosmique. Et là, une hypothèse vertigineuse a été posée par certains chercheurs. Je précise bien, c'est une hypothèse, pas une certitude. Et elle fait débat. Si la frontière avance plus vite que la sonde par moment, alors il est possible que l'héliopause ait rattrapé Voyager après son passage de 2012. Qu'elle l'ait réenglouti temporairement. Autrement dit, ce n'est peut-être pas la sonde qui a fait demi-tour, c'est le système solaire lui-même qui serait venu la rechercher, qui aurait tendu son bras de plasma à des milliards de kilomètres pour recouvrir, quelque temps, sa petite messagère. Est-ce que c'est arrivé? Les données sont discutées. Certains signaux plaident dans ce sens pour sa sœur Voyager 2. D'autres non. Mais rien que l'idée. Franchement, elle me donne le vertige. Dites-moi en commentaire si vous imaginiez que la frontière du système solaire pouvait bouger comme ça. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je suis resté un long moment à fixer le plafond. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a une autre chose qui fait demi-tour là-bas. Et celle-là, elle est mesurée noir sur blanc dans les données. Les particules du Soleil. Voilà ce qui se passe. Et c'est prouvé, quand le Soleil entre en éruption, quand il projette dans l'espace ces gigantesques nuages de matière qu'on appelle des éjections de masse coronale, ces nuages voyagent pendant des mois, traversent tout le système solaire et finissent par percuter la frontière. Et là, il se produit quelque chose de magnifique. Le choc fait vibrer toute la région, comme un coup de gong dans une cathédrale de plasma. Voyager a détecté ces ondes, ces tsunamis solaires, qui font littéralement chanter le milieu interstellaire. Et une partie des particules, en frappant cette zone de compression, rebondit. Elle est renvoyée vers l'intérieur, vers nous. Des particules parties du Soleil, arrivées au bout de son empire, et qui refluent en sens inverse, comme une vague qui frappe la digue
et repart vers le large. Voyager, planté en plein milieu de ce champ de bataille invisible, a vu passer ces particules dans les deux sens. Vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Le demi-tour dont tout le monde parlait sans le comprendre, il est là. Ce ne sont pas les moteurs d'une sonde, c'est la respiration d'une étoile, qui envoie son souffle jusqu'aux limites de son royaume, et dont l'écho lui revient. Et attendez, parce qu'il y a encore plus étrange. En analysant cette zone frontière, les instruments ont mesuré quelque chose que personne n'attendait. Une pression énorme, bien plus forte que ce que prédisaient les modèles, dans cette région où le vent solaire s'entasse avant de mourir. Le problème, quand on additionne tout ce qu'on connaît, les particules, les champs magnétiques, le plasma chaud, le compte n'y est pas. Il manque quelque chose. Une partie de cette pression vient d'une source que nous n'avons pas encore identifiée. Les chercheurs l'ont dit avec leurs mots prudents de chercheurs, mais entre nous, ce qu'ils décrivent, c'est une force fantôme aux portes du système solaire. Peut-être des particules qu'on ne sait pas encore détecter. Peut-être un mécanisme de turbulence qu'on ne comprend pas. Peut-être autre chose. Et c'est ça, la vraie découverte que nous ne pouvons pas expliquer. Pas un vaisseau extraterrestre, pas un mur mystérieux, quelque chose de plus profond, de plus troublant. La preuve que même à notre propre frontière, dans notre propre jardin cosmique, il existe de la physique que nous ne maîtrisons pas encore. Alors la question suivante s'impose d'elle-même. Si nous ne comprenons pas complètement le bord de notre bulle, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Dans quoi Voyager est-elle en train de s'enfoncer exactement? Et pourquoi certains scientifiques pensent-ils que notre système solaire traverse en ce moment même un nuage interstellaire dont nous ignorons presque tout? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Fermez les yeux une seconde. Enfin, pas si vous conduisez, mais imaginez. Vous êtes assis dans votre chambre, dans votre voiture, dans un bus. Vous avez l'impression d'être immobile. Et pourtant, en ce moment précis, pendant que vous m'écoutez, vous foncez à travers la galaxie à plus de 800 000 km/h. Vous, moi, la Terre, le Soleil, tout le système solaire, nous sommes des passagers d'un vaisseau lancé à pleine vitesse autour du centre de la Voie lactée. Et voici la question que presque personne ne se pose. À travers quoi est-ce qu'on vole, exactement? Parce que l'espace entre les étoiles, on l'a vu, n'est pas vide, et il n'est pas uniforme non plus. C'est un océan, avec des courants, des nappes de brouillard, des zones denses et des zones presque désertes. Et il se trouve que notre système solaire, en ce moment même, traverse une région bien particulière. Les astronomes l'appellent le nuage interstellaire local, un nuage de gaz d'environ 30 années-lumière de large, un vestige probablement soufflé par des explosions d'étoiles il y a des millions d'années. Nous sommes dedans. Nous y voyageons depuis des dizaines de milliers d'années. Et, d'après certaines estimations, nous sommes peut-être en train d'en sortir, pour entrer dans un autre nuage voisin. Notre bulle solaire, cette héliosphère dont je vous parle depuis le début, est en train de naviguer d'une masse de brouillard cosmique à une autre, et personne ne peut dire précisément ce que ça changera pour elle. Sa taille, sa forme, sa capacité à nous protéger, tout ça dépend de la densité de ce qu'on va rencontrer. Et c'est là que Voyager devient irremplaçable, parce que c'est la seule machine de toute l'histoire humaine qui goûte directement cette matière. Tous nos télescopes observent de loin. Voyager, elle, est dedans. Elle touche. Elle mesure. C'est notre doigt trempé dans l'océan galactique. Et ce qu'elle a trouvé a surpris tout le monde. Le milieu interstellaire, juste derrière la frontière, est plus dense que prévu. Pas énormément. On parle toujours d'un vide plus poussé que tout ce qu'on sait fabriquer sur Terre. Mais nettement plus que ce que les modèles annonçaient. Et cette densité augmente à mesure que la sonde s'éloigne. Comme si quelque chose, là-bas, comprimait la matière. Pourquoi? Eh bien, on a des hypothèses. Peut-être que le champ magnétique interstellaire s'empile contre notre bulle, comme la neige contre un chasse-neige. Peut-être que la matière ralentit et s'accumule à l'approche de la frontière. Mais la vérité honnête, c'est qu'on ne sait pas trancher. Encore une énigme dans la besace de la vieille sonde. Ah, et puisqu'on parle de choses étranges accumulées à la frontière, il faut que je vous parle du mur. Oui, un mur. Ce n'est pas une image que j'invente pour faire frissonner. C'est le terme que les scientifiques utilisent eux-mêmes, le mur d'hydrogène. Voilà l'idée. Notre bulle solaire avance à travers le nuage interstellaire, comme un bateau qui fend l'eau. Et à l'avant d'un bateau, l'eau s'accumule, se soulève, forme une vague d'étrave. Eh bien, notre héliosphère fait pareil. Les atomes d'hydrogène du milieu interstellaire, en butant contre notre bulle, ralentissent, s'entassent et forment une immense zone de gaz comprimé qui enveloppe l'avant du système solaire. Une muraille diffuse,
invisible à l'œil nu, mais bien réel. Les sondes New Horizons et d'autres instruments ont détecté une lueur ultraviolette qui correspond très probablement à ce mur. Vous imaginez la scène? Notre étoile fonce à travers la galaxie en poussant devant elle une vague d'hydrogène de plusieurs milliards de kilomètres d'épaisseur. On vit littéralement à l'intérieur d'une proue de navire cosmique. Et franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais l'anomalie la plus déroutante de toutes, celle qui fait encore gratter des têtes dans les laboratoires du monde entier, elle ne vient pas de Voyager. Elle vient d'un petit satellite discret, nommé IBEX, resté en orbite près de la Terre, et dont le travail est d'observer, de loin, la frontière du système solaire, en captant des particules neutres qui en reviennent. Et en 2009, quand les chercheurs ont assemblé la première carte complète de cette frontière, ils sont restés sans voix. Sur la carte, il y avait un ruban, une immense bande lumineuse de particules, qui traverse le ciel d'un bord à l'autre de l'héliosphère, comme une cicatrice. Personne ne l'avait prédit. Aucun modèle, aucune théorie, aucune simulation, rien. Un chercheur de la mission a reconnu que c'était une surprise totale. On l'a appelé le ruban d'Ibex. Et pendant des années, les explications se sont multipliées. Aujourd'hui, l'hypothèse favorite, c'est que ce ruban dessinerait en creux la direction du champ magnétique de la galaxie, qui enlace notre bulle de l'extérieur, et nous renvoie certaines particules comme un miroir. Si c'est vrai, c'est magnifique, ça voudrait dire que la galaxie elle-même laisse son empreinte, sa signature, sur la paroi de notre cocon. Mais je vous le redis honnêtement, c'est l'explication dominante, pas une certitude. Le ruban garde une part de son mystère. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une signature magnétique ou autre chose qu'on n'a pas encore imaginé? Les commentaires sont à vous. Et puis, il y a l'affaire de la forme. Alors ça, c'est un débat qui divise vraiment les spécialistes et j'adore ce genre de querelle scientifique. Pendant des décennies, on a dessiné l'héliosphère comme une comète, une tête ronde à l'avant, une longue queue traînante à l'arrière. C'est l'image qu'on trouve dans tous les vieux livres. Sauf que les données récentes, notamment celles des 2 Voyagers et de la mission Cassini, ont semé le doute. Certains modèles suggèrent maintenant une bulle presque ronde. D'autres, et c'est ma version préférée, dessinent une forme de croissant dégonflé, avec 2 queues molles, quelque chose qui ressemble étrangement à un croissant, justement, ou à un poulpe. La maison cosmique dans laquelle vous vivez depuis votre naissance, dont vous ne sortirez jamais, eh bien on ne connaît même pas sa forme. On vit dedans, et on ne sait pas à quoi elle ressemble vue de dehors. Il n'existe aucune photo de notre système solaire vue de l'extérieur. Aucune. Voyager est trop proche, et ses caméras sont éteintes depuis 1990. Cette image n'existe nulle part ailleurs que dans nos simulations. Et pendant que nous débattons de tout ça, bien au chaud sur notre petit point bleu, Voyager continue. Elle s'enfonce, seconde après seconde, dans ce brouillard interstellaire. 17 km. C'est la distance qu'elle vient de parcourir pendant que je prononçais cette phrase. 17 km par seconde, sans moteur, portée uniquement par l'élan accumulé il y a un demi-siècle, comme une flèche tirée en 1977, qui ne retombera jamais. Mais voilà, il y a une ombre au tableau, une ombre que les ingénieurs du JPL connaissent bien, et qui grandit chaque année. Voyager 1 est en train de mourir. Pas brutalement, non, doucement, degré par degré, watt par watt. Son cœur nucléaire, une batterie au plutonium, s'affaiblit d'environ 4 watts chaque année. Et les équipes au sol sont engagées dans une course déchirante. Éteindre, un par un, les organes de la sonde pour prolonger la vie de ce qui reste. Ils ont déjà coupé des radiateurs, des instruments, des systèmes de secours. Chaque extinction est une petite amputation, décidée à 24 milliards de kilomètres de distance, pour gagner quelques mois de plus. Combien de temps lui reste-t-il? Qu'est-ce qui s'éteindra en dernier? Et surtout, que deviendra Voyager après sa mort? Parce que, et c'est peut-être la partie la plus vertigineuse de toute cette histoire, la mort de Voyager ne sera pas une fin, ce sera une transformation. Le début d'un voyage infiniment plus long que tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici. Un voyage qui durera plus longtemps que la Terre elle-même. C'est ce que je vous raconte dans la dernière partie. Et croyez-moi, la fin de cette histoire est la plus belle. Quelque part au fond d'un couloir du Jet Propulsion Laboratory, il existe des gens dont le métier ressemble à celui d'un médecin de soins palliatifs. Sauf que leur patient n'est pas humain. Leur patient est une machine de 800 kg, perdue dans la nuit interstellaire, et leur mission est simple à dire, terrible à vivre, la maintenir en vie le plus longtemps possible, en la débranchant morceau par morceau. Le cœur de Voyager, c'est une petite sphère de plutonium.
Pas un réacteur, non, rien d'explosif. Juste un métal qui, en se désintégrant lentement, dégage de la chaleur. Et cette chaleur est transformée en électricité. En 1977, ce cœur fournissait environ 470 watts. Moins qu'un micro-ondes. Aujourd'hui, il en reste à peine plus de la moitié. Et chaque année, 4 watts s'évaporent. 4 watts. C'est rien, 4 watts. C'est une petite guirlande de Noël. Et pourtant, là-bas, chaque watt est une question de vie ou de mort. Alors les ingénieurs font des choix qu'aucun manuel n'avait prévus. En 2024, ils ont éteint des instruments scientifiques qui fonctionnaient encore parfaitement. Vous imaginez le déchirement. Couper volontairement un appareil en bon état, qui mesure des choses qu'aucune autre machine ne mesurera peut-être plus jamais de votre vivant. Juste pour offrir un an de plus aux autres. Et il y a ce détail qui me bouleverse à chaque fois que j'y pense. Les températures à bord descendent, certains équipements fonctionnent aujourd'hui en dessous des limites pour lesquelles ils ont été testés dans les années 70. Et ils tiennent. Personne ne sait vraiment pourquoi, comme si la vieille machine refusait de lâcher. Les estimations les plus optimistes donnent à Voyager quelques années encore. Peut-être jusqu'aux alentours de 2030, peut-être un peu plus, pour le dernier instrument. Ensuite, il restera peut-être un simple bip de balise, un temps. Et puis un jour, il n'y aura plus assez d'énergie pour pointer l'antenne vers la Terre. Ce jour-là, quelque part dans une salle de contrôle en Californie, un écran affichera du silence. Et ce silence-là ne sera jamais rompu. Pensez-y, il y aura un dernier message. Une dernière poignée de données, envoyée par une machine mourante, reçue par des humains, qui sauront, en la lisant, qu'il n'y en aura plus jamais d'autres. On connaît peu de choses aussi mélancoliques dans toute l'histoire de l'exploration. Mais, et c'est là que tout bascule, la mort de Voyager n'est pas la fin de Voyager. C'est même exactement l'inverse. Parce que dans l'espace interstellaire, il n'y a rien pour l'arrêter. Pas d'air pour la freiner. Presque rien pour la heurter, le vide entre les étoiles est si immense que la probabilité d'une collision est ridiculement faible. Alors la sonde, muette, aveugle, froide, continuera, à la même vitesse, dans la même direction, pour toujours ou presque. Dans environ 300 ans, elle atteindra les abords du nuage de Oort, cette immense coquille de comète endormie qui entoure notre système solaire, si vaste qu'il lui faudra peut-être 30 000 ans pour la traverser entièrement. Rendez-vous compte, 30 000 ans juste pour finir de sortir de la banlieue du Soleil. Toute l'histoire de la civilisation humaine, l'écriture, les pyramides, tout ça tient en 5 000 ans. Et il en faudra 6 fois plus à voyager, rien que pour franchir le seuil de notre porte. Et ensuite, dans environ 40 000 ans, elle passera au large d'une petite étoile discrète de la constellation de la Girafe, connue sous le matricule AC plus 79 38 8. Alors, quand je dis au large, on parle d'un passage à environ 1 année-lumière et demie. Ce n'est pas une visite, c'est un salut de loin. Mais ce sera la première fois qu'un objet fabriqué par des mains humaines s'approchera davantage d'une autre étoile que de la nôtre. À ce moment-là, Voyager ne sera plus une sonde de la NASA. Elle sera autre chose, un objet interstellaire, un artefact errant. Et si un jour, dans des millions d'années, quelque chose ou quelqu'un la trouve, dérivant entre les étoiles, il trouvera le disque d'or. Vous vous souvenez? Le rire d'enfant, le chant des baleines, Bach, les battements de cœur d'Anne Druyan, amoureuse. Ce disque est conçu pour rester lisible pendant 1 milliard d'années. 1 milliard. Laissez-moi mettre ce chiffre en perspective, parce que c'est peut-être le vertige ultime de cette vidéo. Dans 1 milliard d'années, le Soleil sera devenu si chaud que les océans de la Terre se seront probablement évaporés. Notre planète sera méconnaissable, peut-être stérile. Les montagnes que vous connaissez auront été effacées et remplacées. Il est possible qu'il ne reste plus, nulle part dans l'univers, une seule trace de l'humanité. Sauf 2 petites sondes gelées, quelque part dans la Voie lactée, portant chacune un disque doré avec le son de notre monde. Voyager survivra à la Terre. La chose la plus durable que notre espèce ait jamais créée n'est pas une pyramide, ni une cathédrale, ni une ville. C'est une bouteille à la mer. Et maintenant, revenons à notre point de départ. Le demi-tour, la découverte inexpliquée. Vous avez la réponse complète, désormais, et vous voyez qu'elle est plus étrange que la rumeur. Non, Voyager n'a pas pivoté pour rentrer à la maison, mais elle a vu la frontière de notre monde respirer, avancer et reculer sur des milliards de kilomètres. Elle a vu le souffle du soleil frapper la limite de son empire,
et reflué en arrière, comme une vague sur une digue. Elle a mesuré une pression fantôme que nos équations n'expliquent pas entièrement, entendu le bourdonnement du vide, traversé un champ magnétique qui refuse de se comporter comme prévu. Et pendant 5 mois, frappée en plein cœur de sa mémoire, elle a déliré dans le noir avant que des humains, à 24 milliards de kilomètres de là, ne réussissent l'opération de sauvetage la plus lointaine de l'histoire. Chacun de ces faits, pris séparément, est vrai. Mis bout à bout, il raconte quelque chose d'immense. Nous ne connaissons même pas complètement le bord de notre propre jardin. Alors l'océan qui s'étend au-delà. Et moi, ce qui me hante dans cette histoire, c'est une image. Un jour, dans très longtemps, il n'y aura plus personne pour se souvenir de nous. Mais quelque part entre les étoiles, une petite machine silencieuse continuera de filer dans la nuit, avec, gravé sur son flanc, un rire d'enfant et un cœur qui bat. Et si quelqu'un, là-bas, la trouve un jour et pose la question « Qui a fabriqué ça ?» La réponse sera « Des êtres minuscules, sur un grain de poussière bleue, qui ont levé les yeux et qui ont osé. » Peut-être que je me trompe sur certains détails, peut-être que vous avez lu des choses différentes, et honnêtement, c'est possible. Le dossier Voyager évolue chaque année. Alors corrigez-moi en commentaire, complétez, débattez. C'est comme ça qu'on avance. Dites-moi aussi, quelle partie de cette histoire vous a le plus donné le vertige? La frontière qui respire, le mur d'hydrogène, ou ce disque qui survivra à la Terre? Si cette plongée vous a plu, abonnez-vous à Cosmos Secret, parce que la prochaine fois, on s'attaque à un mystère encore plus dérangeant. Un signal venu de l'espace, capté une seule fois, jamais réentendu, et jamais expliqué. D'ici là, levez les yeux de temps en temps. Quelque part au-dessus de votre tête, dans une direction précise du ciel, une petite lumière éteinte, de 1977, s'éloigne de vous à 17 km par seconde. Elle ne reviendra jamais. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est éternelle.